Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue donc à cette conversation, à ce talk dédié au rôle du design pour accompagner les entreprises dans l'innovation durable. Donc comment le design permet d'offrir une production plus vertueuse, tant dans l'éco-conception que la revalorisation des matières ou l'économie circulaire sont désormais au cœur des préoccupations des fabricants de mobilier. Mais aujourd'hui, comment appliquer ces nouvelles exigences? Comment calculer l'impact de la production? Comment éviter le greenwashing? Quel est le rôle des designers dans ce nouveau paradigme? Pour en discuter ce soir, donc dans le cadre de l'exposition Design Impulse, Nathalie Ménardet. Bonsoir. Bonsoir. Directrice marketing de Sokoa. Donc Nathalie, pouvez-vous nous dire en quelques mots qui est Sokoa? Alors Sokoa, nous sommes un fabricant basque, on est basé dans le Pays Basque, de solutions d'assises. On ne fabrique que des sièges professionnels, donc pour tous les endroits où on travaille, où on mange, sauf à la maison, évidemment. Voilà. Ça fait 50 ans que l'entreprise existe. C'est une entreprise dont tous les salariés sont actionnaires, donc ça fait partie aussi des valeurs fondatrices de l'entreprise que d'avoir des salariés associés au capital. Et on va dire que le leitmotiv de l'entreprise, c'est créer de l'emploi au Pays Basque. Et votre positionnement Alors, on fabrique 450 000 sièges par an pour le marché français, 55 millions d'euros. Et notre positionnement, c'est vraiment le cœur de gamme. Voilà. On fabrique des sièges pour le plus grand nombre. Voilà. Merci. Ruth Ribet, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes fondateur et dirigeant de Noma. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire également qui est... Alors Noma, c'est une marque de mobilier français qui a la particularité d'avoir une démarche très éco-responsable sur une offre plutôt haut de gamme. Tous les salariés sont aussi actionnaires de Noma, mais on est beaucoup moins nombreux que Sokoa, ce qui n'est pas difficile pour nous d'être actionnaire. Non, vraiment, là, nous, notre positionnement a été de travailler en fait sur une offre de mobilier, d'objets, essentiellement mobilier, avec l'objectif qu'on pouvait faire du design éco-responsable, et en tout cas que le design pouvait faire disparaître le côté recyclé, le côté déchet des matières, pour anoblir finalement ces matières. Noma, ça veut dire ça veut dire noble matière. Grégoire Gérard, vous êtes cofondateur d'Eco-Impact, une entreprise spécialisée dans le pilotage de l'impact environnemental et social de la fabrication de meubles et objets. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les missions notamment d'Eco-Impact? Oui, donc moi effectivement je suis cofondateur d'Eco-Impact. On est basé à Marseille, donc il fait un peu gris aujourd'hui, mais c'est cool. Là on est une dizaine de personnes, on accompagne tous les fabricants qui sont dans le secteur de la maison, donc de la déco au lit, on va dire, à mieux comprendre où se situent les impacts de leurs produits, les impacts environnementaux principalement, avec une approche d'analyse du cycle de vie, donc en n'oubliant aucune étape. Et on essaie de leur apporter des solutions pratiques pour quand ils font bien les choses, mieux communiquer, ou quand ils font moins bien les choses, mieux faire les prochaines collections. Donc on a une équipe qui les accompagne sur la communication et sur la diminution des impacts des produits. Alors donc, pour commencer, vous avez compris, on a invité deux entreprises très différentes. Il nous a semblé très important de montrer deux exemples qui représentent donc, la variété aujourd'hui de la production. Et donc, ils ont développé des méthodologies propres à leur modèle. Donc, Nathalie, je voulais savoir d'abord comment on intègre le développement durable dans une entreprise aussi importante que Sokoa, qui produit de tels volumes. C'est pas facile, déjà, la première chose, parce que quand on est dans notre positionnement, il faut toujours rester rentable. Donc,
Ça, c'est quand même la priorité. On va dire qu'on commence par une certification du système de management, donc avec des certifications d'entreprise comme 14001 pour nous. Déjà, c'était très tôt dans l'histoire de Sequoia en 2006. Ensuite, une certification ISO 26000, qui est plus large, développement durable, responsabilité sociétale, environnementale, économique. Ensuite, on certifie tous nos produits, NF Environnement, donc c'est aussi important dans notre business. Et ensuite, on fait de l'exploration tous les jours. On essaye de trouver des matériaux plus vertueux, plus innovants. On innove également dans nos process. Donc, à l'époque, on utilisait dans notre métier beaucoup de colle solvantée. Aujourd'hui, on remplace toutes ces colles par des mousses autocollantes. Voilà, objectif zéro colle solvantée début 2024. Et puis, surtout, on va chercher des designers ingénieux. On leur demande de nous inventer des produits super beaux, super intelligents et puis de plus en plus vertueux. Donc effectivement, nous, le design est vraiment placé au cœur de la stratégie depuis de nombreuses années. Et ce que je constate, c'est que voilà, les rencontres qu'on peut faire, les designers sont vraiment moteurs aussi dans ce processus d'innovation par l'éco-conception. Voilà, parce que je dois vous dire donc, que Marine, à côté de moi, donc, a dessiné pour Sequoia une collection. Ah oui, donc... Oui, on en reparlera tout à l'heure. Voilà, et donc vous, Bruce, alors l'écologie a toujours été au cœur du projet dès le départ, ce que vous expliquiez tout à l'heure. Est-ce que c'est plus simple? Comment on intègre ça dès le départ et quelle est la volonté initiale? Alors, plus simple, je ne sais pas. Je pense que c'est plus simple de partir avec ses contraintes dès le départ. Ça, c'est clair par rapport à l'échelle de Sequoia. C'est sûr que c'est beaucoup plus complexe. Ça reste un sujet qui est plus compliqué que de faire produire son mobilier à l'autre bout du monde, de prendre le premier morceau de plastique sur une étagère, etc. etc. Donc oui, c'est pas simple. C'est pas simple. Il y a beaucoup de freins à ce type de développement. Maintenant, c'est vrai que de travailler avec les designers main dans la main dès le départ, c'est aussi un plus. En fait, pour nous, le vrai sujet était de changer le regard sur les matières recyclées et les déchets. C'était vraiment l'orientation qu'on voulait. Et en disant aussi que finalement, on achète un produit parce qu'on le trouve désirable avant de le trouver écolo. Et donc le design était vraiment clé pour nous dès le départ, de dire voilà, quelle que soit la matière, finalement on n'a pas de on utilise tout type de matière à partir du moment où il y a un pourcentage de matière recyclée très élevé dedans. Et après on met ça dans les mains des designers et en fonction de l'usage, on va adapter ce qu'on va utiliser, etc. Et c'est le designer qui va transformer finalement ce déchet en un produit complètement désirable. Et pour ça c'est vraiment clé. Quand on a lancé le projet il y a 4 ans, on s'est rendu compte que le mobilier éco-conçu était très connoté et qu'il fallait justement sortir de ça. Voilà. Et c'est la réflexion qu'on s'était faite même sur des produits bio. On n'achète pas une tomate bio parce qu'elle est bio, on l'achète parce qu'on l'a plutôt bonne avant et après on va y mettre nos convictions, nos valeurs, etc. Et c'est valable en fait pour n'importe quel type de produit. Donc la désirabilité ou le beau est vraiment clé et le travail avec le designer du coup est vraiment essentiel. Et oui, donc dans les matériaux, il y a des matériaux que l'on considère très nobles, comme le marbre par exemple, ou d'autres beaucoup moins comme le plastique. Effectivement, vous avez une variété de matériaux très, très large. Très large, mais moi je trouve que le plastique c'est une matière assez géniale. Ça dépend de son usage. C'est toujours le même. Si on vous pose souvent la question en fait, si c'est bien ou pas bien, quel type de matière. En fait, si demain on vous fait des routes en bois, vous allez voir que le bitume c'est vachement bien, parce qu'au bout de 6 mois ça va être un sacré bordel dans Paris. Et le plastique, pour boire dans un soda rouge, c'est dégueulasse. Pour respirer, quand on a pris le Covid il y a 2 ans, ce qui était mon cas, à l'hôpital, c'est plutôt pas mal en fait finalement le plastique. Donc c'est vraiment une question d'usage, il n'y a pas de... les nobles matières, il y a une partie du déchet, que ce soit la pierre ou le plastique ou des tissus. On en parlait avec Sequoia, avec par exemple de la laine recyclée du sud-ouest qui s'appelle Trail. Et voilà, il n'y a pas de sous-matière, il y a les bonnes matières pour les bons usages. Oui,
puis moi je pense aussi qu'il y a la provenance qui est importante, c'est-à-dire que quand on parle d'éco-conception, on a tendance à imaginer des matériaux naturels, mais l'empreinte carbone est quand même très importante pour l'environnement. Donc si on fait par exemple un meuble en bambou, mais qu'on s'approvisionne au Brésil ou en Indonésie, quid de l'éco-conception? Ça c'est aussi quelque chose que je trouve important par rapport aux matériaux. Alors ça si je peux rebondir dessus, c'est clair que il y a un certain nombre de filtres que nous on va mettre en place en fonction des matières qu'on va utiliser. Il y a la provenance, il y a la capacité de transformation, il y a la résistance. Quand on parle de mobilier durable, c'est pour avoir des matières qui durent aussi dans le temps, etc., etc. Le prix, l'adaptabilité, est-ce que c'est indoor, est-ce que c'est outdoor, enfin, il y a beaucoup de sujets. Et oui, c'est important. Enfin, pour nous, c'est clé en tout cas dans le sourcing aussi. Pareil pour Sokoa, donc je vous le disais tout à l'heure, le développement économique au Pays Basque est très important et donc naturellement, c'est plus de 40% de nos achats, nos partenaires qui sont à 200 km à la ronde, précisément parce qu'on a envie de les faire travailler, mais aussi pour l'empreinte carbone de l'entreprise. Grégoire, donc dans tout ça, pour vous, quel est le rôle du designer? Vous avez calculé que la très grande partie vient des impacts liés au dessin de base. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Oui, nous on le voit bien, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une analyse des produits, des marques avec qui on bosse, sur tout le cycle de vie. Donc on part de quelle matière on utilise, comment on l'extrait, comment est-ce qu'on va la transporter, la fabriquer, est-ce que ça va avoir une durée de vie qui va être importante, est-ce qu'on va avoir un produit qui va être modulable, c'est une question qui est importante dans nos produits, est-ce qu'ils vont s'adapter aux différents usages, qu'est-ce que ça va devenir en fin de vie, est-ce qu'on va facilement pouvoir le réparer ou pas. Et ça, en fait, il n'y a que les designers qui pensent à chaque fois à ça. Et il y a une étude il n'y a pas longtemps qui est sortie, il y a effectivement 80% des impacts d'un produit qui sont définis à la fin du prototype, en fait. Il est trop tard, une fois qu'on a dessiné le produit, on n'arrive plus à changer la matière, on n'arrive plus à changer la manière dont on le colle, dont on attache, dont on produit le produit. Donc, c'est vraiment au moment du dessin que tout se joue. Après, on peut jouer sur une infime partie de l'impact du produit, mais il est presque trop tard. Optimiser son transport, son emballage à la fin, c'est pas ça qui va faire la différence entre un produit à faible impact ou à fort impact. Donc c'est effectivement un des points les plus importants. Et les entreprises avec qui on bosse, quand elles ont un produit avec un impact fort et qu'elles nous demandent comment le diminuer, on leur dit il faut repartir d'une feuille blanche, il est trop tard. Maintenant qu'il est dessiné comme ça, qu'il est pensé comme ça, il faut juste réfléchir à un nouveau produit. Donc alors, effectivement, on y arrive quand même sur des produits qui ont une durée de vie très longue. Nous, par exemple, à repenser le process de colle on repart, on fait de l'analyse de la valeur et on essaye de trouver des solutions. Ça marche, mais c'est moins simple. Il faut le penser dès le départ. Si je peux rajouter un truc, un élément clé, c'est vraiment mesurer finalement ce que vous faites. Et l'analyse de cycle de vie, c'est l'outil qui vous permet de le faire. Plus tôt vous le faites dans le processus, et à la conception, c'est ce qu'il y a de mieux, plus vite vous êtes capable de voir sur quel type d'impact en fait vous allez être fort ou moins fort. Et ça ne veut pas dire que c'est bien ou c'est pas bien, ça vous permet d'avoir cette photographie-là. Et en fonction, vous avez encore le temps de modifier le projet, le design, avant que ce soit trop tard, parce que une fois que vous êtes déjà en production, etc., ça devient quand même vachement compliqué. Alors, je réalise que je ne vous ai pas encore vraiment présenté. Voilà, donc c'est le moment. Donc, la designer, Marine Père, voilà. Excusez-moi. Et donc, justement, vous êtes donc au cœur de tout ce dont on parle ce soir. Donc, votre pratique se base sur cette question de l'éco-conception oui. Dans votre studio? Alors oui, et justement, je rebondis sur ce qu'on vient de dire, que je trouve intéressant par rapport à l'outil. C'est vrai que, alors ça c'est une démarche personnelle de design qui n'est pas celle de tout le monde, mais pour ma part en tout cas, le dessin vient après l'analyse de l'outil. C'est-à-dire que je ne lance pas un croquis sur une table sans savoir comment il va se fabriquer et quel est le meilleur moyen de rentabiliser l'outil. D'une part pour que le temps de fabrication soit plus réduit ou plus efficace, d'autre part pour éviter les déchets par rapport à un outil et à un matériau, et d'autre
d'autre part pour avoir une intelligence, une cohérence entre la forme et l'outil. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour introduire comment moi je réfléchis en fait. Après, personnellement, dans ma production, j'ai ma propre maison d'édition où je travaille beaucoup la mousse industrielle. Et c'est vrai que la question de l'éco-conception s'est posée ces dernières années, parce qu'on est sur un matériau qui n'est pas noble, puisque c'est du polyuréthane. Et aujourd'hui, il est urgent de trouver des solutions pour le rendre, en tout cas, plus éco-conçu. Donc, avec Sokoa, on a travaillé de pair, on va dire, sur comment, à partir de cette matière-là, penser un produit qui réponde à la fois à un cahier des charges formel, un usage, une fonction et un marché, puisqu'on est donc sur un produit industriel, pas juste sur un produit qui va être diffusé en petite quantité, en utilisant ce matériau-là. Donc ça a impliqué une vraie réflexion sur la matière, comment cette matière peut devenir vertueuse, et donc on a conçu un produit à base de chutes de mousse, transformées, broyées, et ces chutes, donc vous avez, bon, il y a le canapé qui est derrière, mais en gros c'est la chute qui va constituer la forme du produit. Et on en revient donc à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire comment avec des, entre guillemets, pop-corn de mousse, je peux arriver à créer une forme qui soit à la fois structurée, ça c'était le cahier des charges, c'est un peu un mouton à 5 pattes aussi, c'est-à-dire quelque chose de mou, un peu dans l'esprit fat boy, l'assise informelle, très relax, etc., mais qui est quand même une forme de fauteuil, tout en étant faite avec un matériau qui lui n'est pas compact, puisque la mousse broyée ressemble donc à des pop-corn, donc c'est pas quelque chose qui a une densité qui va permettre d'être découpé, etc. Donc voilà, donc ça a été une vraie réflexion sur l'outil et la capacité de design et de fabrication. Donc une vraie équipe aussi entre les fabricants, l'industriel, et comment tout ça peut arriver à faire évoluer un dessin, une fois que le dessin est né, jusqu'à sa fabrication, puisque toute la technicité en fait du produit, qui ne se voit pas de l'extérieur, est à l'intérieur par un système de houssage très précis, structuré à l'intérieur, qui permet de compartimenter en fait cette matière pour pas qu'elle retombe, et qui lui donne sa forme. Et donc, on réutilise toutes les chutes industrielles de Sokoa dans sa partie soft sitting, donc tout ce qui reste des canapés, etc. Ces mousses-là sont triées en amont, puisqu'il faut aussi que ces mousses aient une densité cohérente par rapport au confort que l'on souhaite. Ça aussi, c'est une question. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre plein de mousses, les mélanger et dire bah, tiens, on va s'asseoir dessus. Parce qu'on n'aura pas le rebond, on n'aura pas le moelleux et à la fois la solidité qu'il faut. Donc on présélectionne les mousses, ensuite on les broie, et donc on a comme ça une économie circulaire. C'est-à-dire que des rebuts de Sokoa naît un nouveau produit. Voilà. En bébé aussi. Voilà pour... Même les chutes de cuir sont utilisées pour faire la anse, et là on ne voit pas parce que ce sont des miniatures. On utilise les chutes de cuir pour faire du patchwork, donc c'est pas très joli en dessous, mais par contre c'est antidérapant et ça permet donc de ne pas salir le produit. Et le tissu également, donc il y a aussi un sourcing important sur des éditeurs de tissus. Aujourd'hui, il y a des gens comme Gabriel, par exemple, qui proposent des collections qui sont à 99%, alors ce sont des polyesters ou des laines. Bon, la laine, de toute façon, par définition, elle est déjà vertueuse. Mais en tout cas, au niveau des polyesters, donc on revient au plastique, là, ces gammes-là sont faites avec des chutes de bouteilles recyclées. Donc celui-ci, voilà, les deux, là, ce que vous voyez là, c'est fait à 99% à partir de bouteilles recyclées. Tout en étant, alors ça c'est important aussi, dans les prix du marché, et avec toutes les capacités techniques qu'on recherche dans le contract par rapport à un tissu, un taux d'abrasion qui est cohérent, une résistance à la rupture, qui puisse se nettoyer aussi, les normes anti-feu, etc. Donc aujourd'hui, on arrive quand même à trouver des vrais tissus. Et sur ce genre de produit où on a finalement de la mousse et du tissu,
on arrive à une assise qui finalement est à 95% éco-conçu. Il n'y a que l'intérieur, le houssage intérieur, qui lui est en coton quand même, mais qui n'est pas un coton bio à ce jour. Voilà. Donc c'est plutôt un challenge réussi, à mon sens. Nathalie, comment vous en êtes arrivée à ce projet-là? Comment vous en êtes arrivée à contacter Marine? Est-ce que vous avez dû modifier, par exemple, des méthodes de fabrication chez vous en récupérant ce que l'on disait, les rebuts des pièces, les rebuts des canapés précédents? Alors moi je suis une fan du French design, tout le monde le sait. Il y a quelques années, Sokoa voulait ouvrir un petit peu sa marque à de nouveaux designers. Donc j'ai participé au Speed Dating Design pour une première fois, où j'ai rencontré un premier designer avec lequel on a créé une gamme de poufs qui est d'ailleurs exposée ici, Bruno Houssin, que je salue. Et donc on est parti sur un pouf éco-conçu. Au début on devait faire ça en coquille d'huître, puis finalement la filière coquille d'huître n'était pas suffisamment fournie pour faire les volumes de Sokoa, donc on est parti sur du polyéthylène à base de résidus de canne à sucre. Donc aujourd'hui on est en train de chercher d'autres solutions, parce que pareil, la filière de résidus de canne à sucre après le Covid s'est éteinte, donc on est sur des algues vertes. Enfin, c'est un processus. Le problème de l'éco-conception, c'est que c'est pas comme de la matière vierge. Alors, un jour, il n'y en aura plus, du plastique, du fioul pour faire du plastique, certainement. Mais pour ces matériaux vertueux, c'est encore plus compliqué. Et quand on est comme nous, des industriels avec des gros volumes, on ne peut pas se permettre d'arrêter de produire parce qu'on n'a plus de matière. C'est compliqué. Donc, on est vraiment en perpétuelle exploration. Du coup, Marine, je l'ai rencontrée ici, plusieurs reprises. Ça faisait longtemps que je voulais avoir dans mon équipe une femme designer. Je ne sais pas ce qui se passe dans le design, mais c'est comme dans la cuisine, il y a beaucoup d'hommes. Là, je vois beaucoup de femmes quand même, alors j'imagine qu'il y a des designers. Et puis, on a essayé de travailler sur un premier projet d'un canapé. Finalement, c'était pas tout à fait ce qu'on voulait. Marine a cette spécialité de faire beaucoup de soft sitting, des assises molles. Donc, mes clients me demandaient de trouver une solution pour remplacer, pour être dans l'esprit du fat boy, de ces assises informelles qu'on va mettre dans les espaces de convivialité ou de créativité. Donc, j'ai créé un cahier des charges avec toutes ces spécificités. C'était pas un défi facile à relever, puisque style fat boy, éco-conçu, voilà, toutes ces données. Et puis Marine a relevé le défi haut la main. Alors on a fait beaucoup d'allers-retours, beaucoup de tests, parce que c'est ça aussi. On est encore en train de finaliser la housse tapissée de cette pièce, que là on la voit en petit, mais pour les équipes, au niveau des équipes de fabrication à l'usine, c'est très compliqué. C'est à peu près 2 heures de couture pour faire cette housse, donc c'est pas simple. Et nous, évidemment, l'idée c'est de le faire avec un temps de fabrication le plus court possible pour obtenir un prix de revient qui soit dans le marché et répondre à la mission première de Sokoa, créer du bien-être assis pour le plus grand nombre à un prix accessible pour les entreprises, les collectivités en France. Voilà. Encore une fois, le design est intéressant parce que c'est, effectivement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est la housse qui tient les compartiments intérieurs, donc cette housse elle est hyper importante. Mais il ne faut pas non plus que, et là je me fais mon autocritique aussi, que le design devienne trop compliqué pour un industriel, puisque quand on pense à 50, 100 pièces, c'est un fait. Quand on va au-delà de ça, ça implique aussi des outillages, une main-d'œuvre spécifique, etc. Et c'est intéressant, moi par expérience, ça je pense qu'il faut l'anticiper aussi. Par exemple, cette housse, si elle avait été pensée en 3 parties distinctes dès le départ, elle n'aurait pas nécessité des nouveaux outillages chez Sokoa. Donc on en revient à l'outil, ce qu'on disait tout à l'heure. Et alors après, c'est difficile de tout prévoir au départ d'un cahier des charges. Il faut quand même aussi, même pour le créateur, avoir un peu de liberté. Bon, c'est quand même un peu ça aussi notre métier. Mais c'est vrai que le maximum d'informations venues de l'éditeur et de l'industriel sont bonnes à prendre pour le designer, parce que ça va lui permettre à la fois d'être frustré, mais aussi du coup de gagner du temps
et d'être cohérent par rapport à un produit qui soit vraiment impactant au niveau de l'environnement. Vous avez dû donc modifier certaines méthodes de production pour, Alors effectivement, dans les équipements, on va être obligé d'acheter des pieds, de rallonger les tables juste pour le modèle. Pour le montage ou le houssage de cette pièce, alors là on voit une place, il n'est pas très grand, il est ici, mais il existe également en 2 places, c'est immense, ça pèse assez lourd. Il va falloir qu'on mette en place des postes de travail avec 2 opérateurs en même temps pour faire les éméquis de Marine. Bon, tu vois ce qu'on fait pour toi, hein? Non, ça évolue évidemment. Elle est venue je ne sais combien de fois à l'usine avec nos équipes de prototypage, de méthodes pour trouver des solutions, pour explorer. Alors, effectivement, on a essayé de faire le modèle avec une fermeture éclair pour en fait faire un morceau et petit à petit pouvoir faire des places à l'infini. Mais en termes de résistance, parce qu'il y a aussi pas mal d'éléments, il faut que ça tienne la route, il faut que ça puisse être utilisé dans une entreprise pendant 15 ans sans que ça casse. Bon, au final, on est parti sur une housse complète. On a modifié des coutures. Bon. Et au niveau du process, effectivement, c'est cette fameuse machine. Alors, je ne sais pas si on la voyait. Ouais. Alors ça, donc, c'est dans notre usine de mousse qui est à Agetmo. C'est une machine, on appelle la machine à popcorn avec Marine, qui justement triture en petits copeaux la mousse. Et ensuite... Donc c'est une machine que vous avez achetée. Alors, on n'a rien inventé, là par contre, ça existe déjà. Par exemple, pour fabriquer des oreillers, c'est ce qu'ils utilisent comme machine. Et ensuite, ces pop-corns de mousse, qui sont des déchets, sont soufflés à l'intérieur de la housse, à l'intérieur du programme Emeki. Voilà. Donc oui, il faut qu'on s'adapte. Alors, vous n'avez rien inventé, mais par contre, le tri en amont, ça c'est important de le souligner quand même, parce que ça nécessite aussi une organisation. On ne peut pas, encore une fois, prendre n'importe quelle mousse, la mélanger et la transformer en popcorn, parce que sinon on n'aura pas cette ergonomie finale. Un des sujets de la complexité, d'ailleurs, il est là-dessus. Parce que finalement, on fait un fauteuil, on fait une chaise un peu comme avant. Sauf qu'il faut regarder les process de manière un peu différente et adapter les équipes sur des matières avec lesquelles ils n'ont pas l'habitude de travailler. Les designers aussi, souvent. Et finalement, c'est cette adaptabilité qui crée pas mal de complexité. Surtout, en plus, vous avez des échelles très énormes de production, donc vous ramenez un process qui n'est pas très particulier. Nous, on le met dès le départ sur tous nos produits. Et on voit bien qu'avec les industriels, en fait, avec nos sous-traitants, c'est cette partie-là où il faut les accompagner. Voilà. Vous parlez des sous-traitants, je voulais aussi vous parler des designers. Donc vous travaillez avec plusieurs designers. Est-ce que cette génération de créateurs a intégré justement l'éco-conception dans les dessins, dans le choix des matériaux? Quelle est la culture des designers aujourd'hui quand ils arrivent vers vous? Alors on a la parité dans les designers aujourd'hui. On ne fait que des designers externes. On a effectivement 50-50 entre hommes et femmes. Il n'y a aucune différence sur l'appréhension du sujet de ce côté-là. Fondamentalement, je trouve que les designers sont sensibles, ils ont globalement une méconnaissance du sujet, mais comme la grande majorité de la population. C'est-à-dire que c'est un sujet, on utilise quand même pas mal le petit bassin. On regarde plutôt que ça. Il s'oublie la notion d'usage, par exemple. Et sur les designers déjà établis, par contre, il y a une vraie envie, une appétence qui est hyper forte. Nous, on leur a proposé à tous les designers à la première collection de les former. Donc on leur a payé une formation et ils étaient plus que ravis. Et justement, ça permettait de déminer pas mal de sujets et de gagner du temps dans l'éco-conception. Puis je pense que pour le designer, il y a aussi une curiosité qui amène à des nouvelles matières, et ça c'est super intéressant. Il y a quand même beaucoup de fraîcheur et quelque part de nouveauté, même si ça fait bizarre de parler de nouveauté, de se dire on aurait pu faire ça depuis si longtemps, mais finalement de remettre un peu l'église au milieu du village en disant c'est du bon sens, faisons mieux avec ces matières-là, et avec des process plus vertueux, on va dire. Et ça je pense que c'est très frais, en tout cas pour eux. Non, ce que je voulais dire, c'est juste que, par contre, c'est pas facile d'un point de vue du consommateur de comprendre. Enfin, moi, je le vois avec Emeki, qu'un produit donc issu de l'économie circulaire, on le fabrique à partir de déchets ou de matériaux recyclés, ce soit plus cher
qu'un produit neuf. Ça, c'est un vrai sujet. Et aussi qu'il soit moins parfait, parce que ça, c'est aussi un vrai problématique dans les plastiques, avec les flux, on trouve ça aussi, qu'il soit moins parfait qu'un produit neuf. L'éméki, il n'y aura pas un éméki comme un autre, parce qu'en fonction de la quantité de mousse qu'on met dedans, la densité, il y aura un côté imparfait. C'est des déchets de cuir qui vont servir en dessous, donc parfois ce sera plus propre que d'autres fois. Mais c'est ça les règles du jeu en fait. Mais il faut les accepter, il faut éduquer aussi le consommateur en disant oui, c'est du recyclé, oui, mais par contre ça coûte cher parce que derrière il y a un travail de fou, il y a des gens qui ont utilisé, il y a des machines, il y a des gens qui ont passé 2 heures à coudre la housse. Enfin voilà, c'est une éducation aussi. Ce qui est étonnant là-dessus, c'est qu'acheter une table chez Knoll en marbre, il n'y en aura pas de pareil, et ça choque personne. Acheter une table, j'en ai jamais acheté. Non, mais acheter une table comme notre table lit en bois de récupération, si effectivement il y a une flamme dedans, on a déjà eu des réflexions là-dessus, alors que c'est de matière naturelle, parce qu'on part du principe que c'est de la récupération du déchet, donc il y a quand même des préjugés sur lesquels il faut combattre. Et ouais, ça c'est assez clé aussi. Ouais. Même sur aujourd'hui, on parle de la loi GEC, de l'économie circulaire, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler. Dans la tête des consommateurs, ils veulent acheter un produit qui est un produit de seconde vie moins cher. Ben, nous, c'est un vrai casse-tête pour les industriels qui sommes, paramétrés pour faire du neuf. Ça ne rentre pas dans notre système industriel aujourd'hui, il faut trouver d'autres modèles. Si je peux me permettre, Marie. En plus, il y a un dernier point, parce que souvent, on nous fait la réflexion en disant quand même, c'est cher pour du recyclé, pour du déchet. Comme on fait que ça, c'est quand même un sujet pour nous de réflexion. Mais finalement, nous on dit qu'on est assez fiers de notre prix. Je prends souvent la référence d'un t-shirt à 5 € chez H&M. 5 €, c'est pas le prix en fait. Quand on y met le social, quand on y met l'environnemental, quand on met ces sujets-là, et c'est là-dessus qu'on doit être moteur de message, qu'on doit essayer d'éduquer pour que les gens comprennent que, oui, ma chaise à 380 €, faite en France, avec de l'acier français, du plastique français, par un designer français, etc., ça a un coût. Et ça a un coût, mais c'est vrai que c'est un sujet aujourd'hui. On est dans une situation d'inflation générale. La décoration dans tout ce qu'on appelle les projets contracts viennent en bout de chaîne, donc subissent les surcoûts qui viennent dans la construction des projets en amont. En tout cas, nous, on voit, c'est un frein, je ne sais pas pour vous, mais nous on le voit tous les jours, et on a beau leur expliquer que ces esprits-là, si vous voulez du français, si vous voulez du responsable, aujourd'hui on entend beaucoup, on veut du français et du responsable, mais moins cher qu'avant. Et ça, en tout cas, nous, on ne sait pas le faire. Et non plus, je suis pas sûre, c'est hyper difficile. Je ne sais pas qui va le faire, et il y a un gros travail là-dessus, de prise de conscience qu'on ne peut pas consommer comme avant pour consommer mieux, et ça forcément. Ouais. Grégoire, quel est le niveau de compréhension aujourd'hui de vos clients? Est-ce qu'ils commencent à acquérir cette culture, et sur quoi vous devez travailler essentiellement avec eux? Oui, alors au tout début, on a commencé à bosser avec des marques plutôt engagées comme Noma. Donc au début, ils nous paraissaient tous bien éveillés, et en fait quand on commence à creuser, effectivement recyclable, même pour certains industriels, c'est globalement la même chose. Donc on se dit qu'on part des fois de loin. L'analyse du cycle de vie, c'est un outil qui pour nous, l'analyse du cycle de vie, c'est voir le produit avec toutes les étapes. Ça nous paraît une évidence. Toutes les étapes, c'est-à-dire Alors, toutes les étapes, on va donc de l'extraction de la matière première, tous les transports associés, les différentes étapes de fabrication. On va aussi inclure la durée de vie du produit. Est-ce que ce produit-là, on va réussir à facilement le réparer? Est-ce qu'il est modulable? Est-ce qu'il a une durée de vie qui est supérieure aux autres produits? Et est-ce qu'en fin de vie, on va pouvoir facilement le recycler? Tout ça, il y a des systèmes de vases communicants, et on essaie d'analyser le produit dans sa globalité, et de ne pas juste communiquer sur j'utilise des matières naturelles, comme tu disais, Marie. Ça ne suffit pas pour analyser un produit. Et non, je dirais que globalement, on part quand même de loin, même pour les professionnels. Alors pour les consommateurs, on est vraiment encore plus loin, mais c'est à nous, avec notre bâton de pèlerin, d'essayer d'évangéliser un petit peu tout le monde sur ce sujet-là, parce que je pense que c'est par la formation de chaque citoyen et la bonne information de chacun qu'on va réussir à petit mieux comprendre quel est l'impact du produit. Et l'éco-conception, quand les designers sont formés à l'éco-conception, c'est un formidable outil, parce que toutes les étapes sont réduites dans leur impact, donc globalement, quand on prend dès le départ d'un produit.
Donc on va souvent utiliser moins de matière, on va avoir moins de chutes, on va faire venir de moins loin, on va le transporter en prenant moins de place, en essayant de transporter moins de vide. Je crois qu'en France, chaque camion c'est 47% de vide en moyenne dans chaque carton. Parce que le carton en fait c'est du calage et du vide qu'on transporte principalement. Donc quand on pense à tout ça dès le départ, à la fin on diminue l'impact du produit. Et ce qui est magique, pas toujours, mais on arrive souvent aussi à diminuer le prix du produit. Alors à périmètre équivalent, hein, si on fait le même produit en France qu'on éco-conçu ou éco-conçu, il va être souvent moins cher quand il est éco-conçu. Si effectivement on compare un produit chinois, on ne sera pas sur la même ordre. Tout à l'heure, au début de la discussion, vous parliez des normes en fait et de la complexité des normes. Effectivement, c'est aussi un sujet sur lequel il est compliqué de travailler aujourd'hui. Alors, les normes, celles qui sont connues, ISO 14001 pour les entreprises et ENF Environnement, maintenant, nous, on maîtrise nickel. Hein, il y a 20 critères, tac, 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 et on passe notre vie à réfléchir les produits pour que ça rentre dans ces critères. Par contre, l'outil d'analyse du cycle de vie des produits, c'est plus compliqué. Je trouve que c'est moins standardisé. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, on se fait accompagner chez SOCOA pour mettre en route de façon plus régulière l'analyse du cycle de vie des produits. Il faudra qu'on le fasse aussi sur Emeki, parce qu'aujourd'hui, on sait à peu près d'où ça vient, ce qu'on fait, mais on n'a pas fait les calculs. Et puis, parce qu'en fait, l'enjeu pour nous, industriels, c'est demain de vulgariser l'affichage environnemental, le rendre accessible à nos consommateurs et leur expliquer, voilà, de façon très transparente, voilà ce qu'il y a dans ce produit, voilà sa notation, avec le barème d'analyse de cycle de vie qui a été défini chez SOCOA. Alors ça aussi, hein, il y a je sais pas combien de... Enfin, il n'y a pas de vraie grille de ce que je sais, enfin je ne suis pas une spécialiste, mais c'est pas un sujet simple. C'est pour ça que nous, on se fait accompagner par des spécialistes comme vous pour avancer un peu plus vite sur le sujet. Et sur l'affichage environnemental, on pourrait faire une session complète de 3 heures. Complète. Là, le vrai sujet là-dessus, c'est sur quels sont les indices qu'on va utiliser qui vont pouvoir nous comparer le marché. Faire sa propre note, c'est intéressant. Sauf que ça ne se compare à rien d'autre. C'est toujours cette difficulté-là. Alors c'est pour ça qu'on a des organismes, alors je pense au FCBA, qui va nous aider sur le sujet, qui va peut-être aussi faire en sorte qu'on ait tous les mêmes barèmes, tous les mêmes indices, et que quand on parle d'une note ou qu'on soit tous sur le même niveau, même si on n'a pas les mêmes métiers, et que d'un produit à un autre, entre 100% de mousse et puis du plastique et du bois, on ne peut pas tout à fait... Voilà. Nous qui faisons partie du groupe d'éditeurs qui ont été retenus par l'ADEME pour être support sur le futur affichage environnemental, je peux vous dire que c'est complexe. C'est complexe. Voilà. Ça fait plus d'1 an déjà qu'on est dessus. Ça nous intéresse. Oui. Pour le coup, c'est un sujet qui est très complexe. L'ameublement est pilote et donc on espère que ça va avancer. Mais à la fin, si on prend un peu de recul, tous les gens qui s'engagent dans cette démarche-là, il y a quand même un point positif, c'est qu'à la fin, ils essaient toujours de faire mieux parce qu'ils arrivent à bien identifier les grosses faiblesses du produit ou les points d'amélioration. Et c'est quand même à la fin vertueux, même s'il y a plein de débats actuellement sur qu'est-ce qu'on prend pas, comment on le prend. À la fin, ça fait quand même avancer dans le bon sens et c'est plutôt une bonne chose. Donc justement, vous êtes certifié entreprise à mission et entreprise Bicorp, c'est ça ? Oui, on avait décidé dès le départ en fait de devenir entreprise à mission qui nous permettait de donner vraiment un cap à l'entreprise. C'est un statut particulier à l'entreprise, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un vrai statut officiel qui est audité. On a été audité d'ailleurs en janvier, après 2 ans. Et en parallèle de cette étoile du Nord qu'on s'est donnée avec l'entreprise à mission, on a voulu avoir une certification. Alors c'est toujours pareil, choisir le bon label, la certification, la norme, c'est assez compliqué. Par contre, on a bien aimé la démarche de Bicorp, qui est une certification américaine sur la manière dont on gère une entreprise sur 5 piliers. Donc il y a la gouvernance, l'environnement, les clients, les salariés et l'aspect sociétal. Et l'idée était d'avoir ça en parallèle comme un peu une feuille de route de gestion de Noma. Et donc voilà, on a été certifié l'été dernier avec un assez gros score, puisqu'on est dans les marques de meubles certifiées en Europe, on a le plus gros score.
et ça nous permet d'avoir cette, on va dire cette grille qui est assez exigeante, voilà, qui est aussi basée sur l'amélioration continue. Voilà. Donc c'était pour nous important de marquer ça et de marquer la transparence qu'on peut avoir sur notre démarche, parce que ça certifie aussi ce type d'effort en fait, qu'on fait. Grégoire, pouvez-vous préciser votre mission justement auprès des entreprises concernant ces certifications Ouais, alors nous, notre mission, elle est vraiment en 2 étapes. On a une première étape où on les aide à évaluer où est l'impact de leur production et leur impact social. Donc ça, c'est d'avoir une phase d'audit, de constat. Et puis après, en fonction de où est-ce qu'on en est, soit on les aide à mieux communiquer. On parlait tout à l'heure d'information aux consommateurs, c'est utiliser les bons mots conformes aux obligations qu'on a, parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi en matière d'environnement. Il y a pas mal d'allégations. Il y en a plein qui ne se jettent pas. Hein. Oui, il y en a plein qui ne jettent pas, mais en tout cas, nous, les gens qu'on accompagne, on essaie de les faire communiquer de la manière la plus transparente possible. Et puis après, quand il y a des axes d'amélioration, on a un vrai métier qu'on développe de proposer des solutions concrètes d'amélioration des produits en fonction de sa taille. Si on est industriel, si on fait 100 produits ou si on en fait 2000 en l'année. On a une partie d'équipe qui est en tour de France actuellement pour visiter toutes les solutions innovantes sur toutes les étapes du cycle de vie, donc de l'extraction de la matière à la fin de vie. Et moi, ça, c'est vraiment... Nous, l'idée, c'est de leur apporter des solutions concrètes, quoi. Moi, je pense aussi qu'on parlait tout à l'heure de la différence de prix entre les produits fabriqués en France. Nous, c'est pareil, ils sont fabriqués en France avec des salariés actionnaires. Enfin, la main-d'œuvre, du coup, elle est plus chère que dans ces pays lointains. C'est aussi de toujours proposer de l'innovation. Et donc, il nous faut des entreprises qui nous aident, il nous faut des designers qui impulsent. Voilà, c'est ce qui va faire la différence entre un produit finalement qui peut être bien dessiné, qui vient de loin, et un produit français qui aura quelque chose en plus, cette éco-conception, ces matériaux, ce design, cette histoire derrière le produit. Et pour rebondir, le thème c'est le design pour innover durablement. Et dans innover durablement, quand on met en place une démarche d'éco-conception, on le voit dans les entreprises, on arrive à attirer des talents qui sont motivés, des gens qui sont... il y a une génération qui est vraiment éveillée. Et je pense que c'est important pour les entreprises de prendre ce virage-là, aussi parce que la durabilité pour une entreprise, c'est d'avoir des salariés actionnaires qui restent actionnaires et qui restent dans l'entreprise. Et pour ça, c'est un facteur de motivation qu'on voit qui est important chez nos partenaires, en tout cas. Donner du sens, c'est vraiment... Mais je pense que c'est le sens du design, en fait. J'aurais tendance à dire que le design a toujours évolué avec la société. On a eu une révolution industrielle, on a commencé à travailler du métal. Ensuite, dans les années 60, ça a été l'apogée du plastique, avec le plastique injecté, etc. Aujourd'hui, pour les jeunes designers qui sont dans les écoles, il est évident que cette recherche, cette attention portée à l'environnement doit être là. Et pour les designers confirmés, de changer aussi leur regard, leur fusil d'épaule, en prenant vraiment ces données comme pas une contrainte, mais un acte créatif en fait, quoi. Puisque le design n'est pas gratuit, le design doit s'adapter à la fois d'abord à un outil industriel et ensuite à une société et un marché. Donc à mon sens, en tout cas, c'est peut-être un message à faire passer sur le fond du design. On est aujourd'hui on parlait d'H&M et d'un t-shirt à 5 €. Dans le design, il y a Maison du Monde, c'est un peu pareil, quoi. Il y a le fast design qui existe autant que la fast fashion. Aujourd'hui, je pense que notre rôle de designer, c'est de dire non, le design c'est pérenne, le design c'est intelligent, le design ça a du sens. Et tant mieux si toutes ces contraintes environnementales amènent les designers à réfléchir peut-être autrement et pas gratuitement juste pour dessiner en fait, quoi. Et ça crée aussi du désir. Totalement. Et nous, on reste persuadés que c'est quand même le beau et un vecteur de changement en fait fondamental dans cette démarche-là. Et c'est pour ça que le designer, il est clé pour créer le désir et en intégrant effectivement toutes ces contraintes-là au même niveau en fait. On a tous lu, en tout cas les designers, Raymond Lévy, La leader se vend mal, c'est ça, quoi. C'est-à-dire on est là pour créer du beau, mais du beau intelligent. C'est ça en fait le binôme du design qui est important. Donc intelligent, ça veut dire sur ces nouveaux matériaux,
c'est peut-être certains matériaux qui étaient mal aimés, qui... Tout à fait, des matériaux qu'on peut recycler, la réutilisation aussi, c'est-à-dire là par exemple sur les métiers on n'en a pas parlé non plus, mais tout ça c'est déhoussable, donc ça fait partie aussi du cahier des charges de départ et ça veut dire que dans 5 ans, si quelqu'un a sa housse endommagée parce qu'elle aura été abîmée bon, pour n'importe quoi, mais il pourra garder 90% de son produit et ne racheter qu'une housse. Donc on en arrive à cette notion de pérennité qui pour moi est importante. Donc nouveaux matériaux, nouveaux usages, enfin en tout cas usage pérenne, recherche de process, d'approvisionnement aussi. Je pense que l'empreinte carbone c'est vraiment très 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 important. Arriver à faire du Made in France, pas pour dire cocorico, mais pour dire que, on a le savoir-faire, et 2, on a en France et en Europe largement de quoi concevoir, fabriquer des produits, sans charger les cargos qui viennent d'Asie et qui sont ultra polluants. Parce que, quand même, les océans sont le premier endroit où l'écologie bat de l'aile et où la pollution fait des ravages. Donc, tout ça, c'est hyper important pour la conception. On a eu cette discussion sur les matériaux qui doivent pouvoir être séparés effectivement les uns des autres pour ensuite être recyclés, justement. Ça fait aussi partie de la conception de... Oui, quand on parle d'éco, enfin pour nous de conception, mais d'éco-conception, ça veut dire qu'on part sur un modèle circulaire et pas linéaire. Donc il faut que le produit soit effectivement, comme tu l'as dit, réparable, maintenable, lessivable. Mais il faut qu'il soit aussi complètement séparable en fin de vie pour pouvoir mettre dans les bonnes filières de emploi en fait, des matières. Donc vous allez souvent entendre qu'un miroir en fait, est recyclé à l'infini, sauf que 80% de l'œuvre des miroirs sur le marché sont collés sur des planches en bois. Donc autant dire qu'en fin de vie, il ne va rien se passer, ça va être broyé et ça va être enfoui et au mieux, ce sera valorisé en énergie. Donc il faut aussi garder ça, la notion de colle, que ce soit pour la partie solvant COV et sur la partie en fait, séparabilité ou désassemblabilité. On va penser ça. Désassemblage, et il faut surtout pouvoir réassembler. C'est cette notion-là, donc séparer les matières, mais pouvoir réparer, c'est pas juste démonter qu'une fois, c'est démonter plusieurs fois, etc. Ça, c'est clé. Oui, en gros, l'écologie, c'est souvent de la philosophie de comptoir, quand on en entend parler, alors que ça devrait être plutôt de la philosophie de grand-mère, quoi. Est-ce que c'est réparable? Oui. Est-ce que je peux en faire 2 pièces différentes? Ça a plein de vertus. Ça veut dire que pendant la phase du cycle de vie, ma chaise, je vais pouvoir changer que le pied ou que le dossier s'il est cassé. En fin de vie, si c'est pas les mêmes matières, je vais pouvoir les mettre dans la bonne filière. Enfin, ça paraît être du bon sens. Et je crois que pour revenir à des choses simples, effectivement, c'est avoir des produits que je peux réparer, qui dureront longtemps, qui ont un design qui traversera les années, que j'aurai envie de donner à mes enfants. Enfin, c'est vraiment ces points-là qui sont importants pour diminuer l'impact du produit, quoi. Mais il faut créer ces filières qui réparent. Nous, on en est là parce qu'on a beau regarder notre outil industriel, il n'est pas paramétré pour réparer, il est paramétré pour faire du neuf. Et donc, c'est des nouvelles filières à créer. Il y en a plein, des gens qui se sont relancés dans l'upcycling. C'est pour l'instant des petites structures, je crois. Mais demain, il va falloir accélérer le pas, que ça crache plus d'unités. Et voilà, il va falloir qu'on s'organise tous. Justement, sur donc vous parlez du manque de maturité de ces filières-là. Et tout à l'heure, vous évoquiez aussi ce manque de maturité sur les filières matières premières. Quelles sont pour vous les principales difficultés de l'éco-conception? Est-ce que justement c'est aujourd'hui ces filières qui ne sont pas encore tout à fait prêtes? Alors oui, c'est la maturité des filières. Par exemple, chez Sokoa, on cherche de façon intensive pas du cuir vegan, mais des matériaux vegan, donc du plastique, des revêtements enduits justement pour le soft sitting, mais qui ne sont pas du plastique. C'est pas facile, donc on a testé du cactus, on a testé des grains de raisin, du café,
Et là, on est sur de l'algue aussi. Bon, voilà, c'est pas simple. Et donc, soit ce sont des toutes petits industriels ou des petites entreprises qui n'ont pas le volume de grains de café, etc. Ou qui ont des machines qui sont avec des laises très petites parce qu'ils travaillent pour la maroquinerie, la mode, le luxe, qui sont souvent pointe et les premiers à se lancer là-dedans. Donc nous, avec nos chaises où il nous faut 1m40 de laise minimum, ça marche pas. Voilà, donc c'est une exploration perpétuelle, c'est un accompagnement aussi. Souvent, ça nous est arrivé souvent chez Sokoa de mettre des billes dans les entreprises qui ont une bonne idée, de les aider, de faire un effort nous aussi pour les aider à prendre le pas. Et voilà, enfin, c'est des choses qui arrivent. Et Trail, cette fameuse laine qui permet donc de faire de la ouate de laine. Donc on peut aujourd'hui clairement le prix c'est 4 fois plus cher que de la ouate synthétique. Donc on ne peut l'intégrer que dans quelques-uns de nos modèles, mais c'est pas grave, on va commencer comme ça. On va l'aider elle aussi dans sa démarche globalement pour qu'elle fasse du volume, et vu que le volume égale aussi gain de productivité, donc ce sera beaucoup plus accessible. On pourra le développer sur de nouveaux produits. La laine a aussi plein de propriétés auxquelles on ne pense pas. Ces barrières non-feu, donc on va regarder aussi si ça ne peut pas être un outil pour rendre nos produits non-feu au lieu d'utiliser des mousses HMR. Enfin bref, il faut continuer, il faut être sans arrêt dans l'amélioration continue, sans arrêt dans la réflexion. Sinon, ça n'avancera pas. Pour vous, la complexité, elle se situe dans ces filières-là, ou plutôt dans le prix, justement L'impact prix est loin d'être négligeable, ça c'est clair aujourd'hui. Ça va être le frein. Après, les matières, globalement, elles se travaillent comme les autres. Il faut un peu s'adapter. Donc après, c'est toujours une question de choix, effectivement. Parce que il se trouve que nous, à Trail, on a décidé d'utiliser surtout nos produits. Alors on a moins de produits que vous. Et on a un niveau de prix un petit peu plus élevé. Mais c'est lié aussi à ça. Donc c'est toujours aussi un peu le serpent qui se mord la queue. Est-ce qu'on utilise plus et donc on fait plus cher, mais on va être plus vertueux, ou est-ce qu'on en met moins? Voilà, c'est des choix qu'on fait. En tout cas, c'est des choses que nous on a décidé de pousser. Mais oui, très clairement, le sujet va être là-dessus. Après, je trouve que travailler avec les designers est plutôt assez facile sur ces sujets-là. C'est vraiment pas du tout un sujet de complexité, et les industriels non plus, en fait, globalement, suivent et partagent en général les valeurs qu'on veut mettre en place. Donc ça va être ça. Ouais. Et sur les matières premières, vous trouvez facilement, comment vous trouvez des nouveaux producteurs de ces matières premières, ces personnes qui innovent? Alors ça, c'est tous les jours, c'est le travail de tous les jours, on recherche de R&D sur les matières. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a le sujet, après il y a les filtres qu'on va poser, il y a le sujet de la maturité. Toutes les semaines, il y a des matières qui sortent aujourd'hui avec du recyclé, mélangé dans un peu de résine, dans un peu de perlimpinpin, il y a un peu de tout. Et il y a des trucs très bien, mais des trucs qui ne sont pas du tout matures au niveau profondeur et au niveau continuité. Donc le vrai sujet est là-dessus, c'est pour ça que nous on travaille quand même pas mal de matières différentes en recyclé, mais on en a sourcé plus de 300 aujourd'hui. Aujourd'hui on utilise une vingtaine de matières, on a plus de 300 références en fait sourcées, indépendamment du textile qui a beaucoup de choses quand même dessus. Mais voilà, des matières qui ne sont pas adaptées au meuble mais adaptées à l'objet, qui sont adaptées à l'outdoor mais pas à l'indoor, très fragiles pour un certain usage, pas sur d'autres, etc. Voilà, donc c'est aussi hyper riche parce qu'il y a à la fois des écailles de poisson qui font des panneaux aujourd'hui, de l'amiante, des coquilles d'œufs, du carbone recyclé, voilà, des choses qu'on a rentrées récemment, des trucs hyper intéressants, et tout ça, des choses qui sont produites en France. Par exemple, l'écaille de poisson, c'est pareil, on a testé, c'est 10 fois plus cher que du bois. Au moins. Donc c'est impossible pour un industriel tel que Sokoa, dans notre positionnement, aujourd'hui, de l'intégrer. Je vous rassure, on ne l'utilise pas non plus encore. Non, mais après, il faut trouver, c'est pareil, il faut trouver le bon moment, l'usage, ils grandissent aussi, les prix, ils ont été divisés par 2 en 3 ans. Voilà, ça évolue, même si les écailles de poisson, elles venaient de France, maintenant elles viennent d'Asie, pour des questions de coût. Enfin, bon, voilà, il y a d'autres choses, d'autres critères de sélection qui peuvent rentrer en jeu. Grégoire, sur cette question des matériaux, vous voyez les choses évoluer
favorablement? En tout cas, en France, il y a quelque chose qui se passe. On sent que ça frémit. Il y a beaucoup de jeunes entreprises qui se lancent dans ce point-là. Donc, pour les industriels comme Soclea, effectivement, je pense qu'il doit y avoir rapidement des problèmes de volume, que les entreprises peuvent produire. Mais il se passe vraiment quelque chose en France. Et je pense qu'on a quand même la chance d'avoir un pays qui est un peu pionnier sur ces sujets-là. Et pour regarder un peu ce qui se passe chez nos voisins, on a quand même beaucoup plus de solutions chez nous qu'à l'étranger sur ces sujets-là. Donc il se passe quelque chose. Il y a pas mal de dispositifs pour accompagner la réindustrialisation sur ces sujets-là. Donc je pense qu'on va quand même dans le bon sens à la fin. Alors je suis peut-être un état d'optimiste, mais j'ai quand même l'impression qu'on est dans le bon sens de ce côté-là. Il est tôt, pour des gros industriels ça doit être dur, mais pour des petits qui se lancent dans le mobilier ou des designers, c'est possible de trouver des matières responsables vraiment sur notre territoire. Mais pour les gros aussi, hein, et on lâche pas l'affaire, je vous assure. Très bien, merci beaucoup à tous les quatre. C'est le temps des questions, donc n'hésitez pas. Vous avez des acteurs très différents, chacun peut répondre à des questions très variées sur la question. Donc, vous avez parlé de matériaux principalement. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de processus de fabrication, peut-être plus de méthode? Je commence. Vous nous avez parlé de matériaux, de conception et tout ça. Vous êtes des fabricants. Quelle est la part de votre outil de production, de vos méthodes? Est-ce que c'est des choses qui sont aujourd'hui relativement marginales? Vous êtes, je suppose, dans deux cas de figure complètement différents par rapport à ça. Personnellement, ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si tu me rejoindras, mais fabriquer une chaise avec des matières recyclées n'est pas forcément différente qu'avec des matières vierges. Donc le process industriel n'est pas très différent. C'est plutôt dans la phase d'éco-conception où on va réfléchir comment adapter effectivement le produit dans sa production pour qu'il soit moins consommateur d'énergie, plus efficace en termes de transport, enfin de packaging, donc quand vous déplacez, j'ai plus le mot, de transport, mais même en termes d'usine, faire des tables qui font 6 mètres de long en termes de logistique et de manutention. Voilà, merci. T'es le seul qui suit quand même. Voilà, ça fait partie de tous ces sujets-là, mais qui sont des sujets sur lesquels je pense que globalement l'industrie réfléchit de manière générale. Voilà. Ouais, nous, c'est tout le temps. J'arrive même plus à suivre tout ce qui se passe dans l'usine, tellement ils n'arrêtent pas de tout changer systématiquement. Alors, nous, on a un gros volet sur la sécurité, la santé et la sécurité de nos opérateurs, l'ergonomie des postes de travail. Donc, on a intégré chez Sokoa, pourtant, on prône la main-d'œuvre, 3 robots maintenant, je crois, depuis quelques années. Des robots qui remplacent les tâches pénibles qui étaient faites par les opérateurs auparavant. Et ça libère du temps pour que les opérateurs fassent des tâches à plus forte valeur ajoutée. Ça transforme leur métier. Donc on s'est beaucoup attaché à l'aspect ergonomie, santé au travail des processus. Mais tout à l'heure on parlait de la colle solvantée, c'était un vrai casse-tête. Et encore aujourd'hui, on travaille sur le sujet avec les méthodes. Je sais plus comment, c'est pas vraiment ma partie, mais on a inventé un process, alors j'appelle ça l'espèce de cabine à micro-ondes, qui réactive une colle qui est vertueuse c'est systématique, voilà. Je ne sais pas si vous connaissez Mendy, alors c'est une gamme de chauffeuses modulaires que vous avez à l'entrée ici de l'ameublement en France et du French Design. Ça, typiquement, il faut de la colle. Mais par contre, c'était de la colle solvantée. Donc, on a réinventé le process avec un espèce de film qui n'est pas un adhésif, mais qui est réactivable avec ce processus de systématiquement, on travaille sur le process. Et dernier point, on a beaucoup parlé des matières, parce que dans le secteur de l'ameublement, quand on fait l'analyse du produit, les matières représentent quand même la partie la plus importante de l'impact d'un produit. C'est entre 20 et 80% de l'impact d'un produit en fonction des produits. Donc, c'est quand même vraiment le sujet numéro 1. Et puis on est en France, donc on a une industrie qui est quand même, on a un mix énergétique qui est quand même peu carboné. Donc quand on produit en France, les impacts sont pas principalement sur la phase de production. Quand on décide de produire en Pologne, alors on dit Made in Europe, mais par exemple la Pologne c'est le total opposé en Europe. Les facteurs d'émission pour un même kilowattheure c'est 12 fois plus important
Donc là, ça aurait un vrai impact si on était en Pologne. On essaierait de réduire au maximum le temps d'usinage. Ça a moins d'importance chez nous. Enfin, en tout cas, c'est moins prioritaire dans notre secteur et en France. Et quand on parle de développement durable, il y a aussi la partie sociale. Nous, on essaie aussi de travailler de plus en plus avec des acteurs qui font appel à l'insertion en France. Donc, on a l'atelier Emmaüs, par exemple, avec qui on travaille. Et pas que, et donc ça fait partie aussi de ces sujets-là. Et de faire aussi grandir un peu ces gens-là sur des métiers sur lesquels ils n'étaient pas, en tout cas sur un niveau de gamme plutôt sur lesquels ils n'étaient pas habitués à travailler. Merci. Bonsoir. Vous parliez tout à l'heure de la difficulté d'approvisionnement et de la difficulté de trouver le bon matériau qui conviendra aux produits que vous designez, que vous fabriquez. Est-ce que, justement, ce qui se passe aujourd'hui dans votre secteur ne vous amène pas à vous questionner sur la quantité, sur la taille de la production à réaliser? C'est-à-dire de se dire qu'il faut peut-être passer d'une production à grande échelle qui correspondait avant à une société de consommation à une production peut-être plus choisie, plus petite, et qui correspondra davantage aux besoins de la société de demain. Alors c'est déjà le cas. Nous, on produit moins qu'avant. On a un niveau de prix plus élevé, moyen plus élevé. C'est parce qu'en fait, le mix produit, en tout cas dans notre métier, a changé. Avant, on faisait des sièges giratoires et des chaises 4 pieds. Aujourd'hui, on fait énormément de soft sitting parce qu'on s'adapte au marché, à ces espaces conviviaux qui ont fleuri partout dans les entreprises. Avec le Covid, maintenant, il y a encore de nouvelles choses qui arrivent parce que les gens sont restés en télétravail après le Covid. Donc, on réorganise les espaces dans les entreprises et il nous faut d'autres produits. Donc, voilà, c'est le mix produit qui change un petit peu la donne. Et d'une façon générale, en tout cas chez nous, on produit en moins grande quantité, mais à plus forte valeur ajoutée. Et dans la valeur ajoutée, on arrive à intégrer justement les matériaux nobles, l'éco-conception, un usage plus intelligent, un usage renouvelable, qui peut être réutilisé, repeint, rehaussé, voilà. Donc, oui, on produit moins, mieux. Et avec la loi GEC qui nous y pousse également, effectivement, on va droit vers cette tendance. La sobriété en consommation et la sobriété en production aussi, ou plus intelligente. Après, peut-être Grégoire, tu vas rajouter un truc, mais on est globalement aussi sur une offre de produits où il y a un turnover qui est quand même beaucoup plus faible que sur la mode, et sur lesquels quand même les changements se font sur des temps longs. Donc, alors nous, on n'a pas de sujet de moins produire parce qu'on essaie plutôt de plus produire. C'est plutôt clé pour nous. Maintenant, plus produire pour nous, ça veut dire s'inscrire dans une trajectoire qu'il faut mesurer. Nous, on sait très bien que notre bilan carbone, en tout cas on espère, ne va faire qu'augmenter. Maintenant, c'est comment on le maîtrise et comment on le maîtrise surtout à l'unité de produits, de collection et d'éléments produits. Et c'est cette maîtrise-là qu'il faut essayer de mettre en place. Et après, c'est toujours, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, cette idée d'informer et de faire prendre conscience aux gens qui peuvent garder qu'avant de jeter, il faut réparer. Après parer, on peut donner. Après donner, si c'est trop abîmé, on peut voir si le fabricant ne peut pas récupérer. Après, est-ce qu'on peut l'upcycler? Enfin, il y a plein de solutions avant d'arriver à l'état de je jette et je change. Et je pense que le rôle du designer dans tout ça aussi, on parlait toujours d'ennoblir le produit, mais c'est aussi intrinsèquement de donner un produit désirable qu'on n'a pas envie de jeter justement et qu'on a envie de conserver et d'arriver à faire passer ce message aux consommateurs. Parce que oui, on va moins vite que la mode, mais il y a quand même aujourd'hui une pollution, je trouve, du design par des sous-marques décoratives qui font que le consommateur a tendance à avoir envie de se faire plaisir très vite et à changer aussi très vite, puisqu'on est dans un phénomène de mode en fait. Donc la pérennité de l'objet, c'est à nous, designers, de la traduire en fait par un produit bien pensé, et ça prend du temps. Voilà, nous c'est notre rôle, il faut qu'on en revienne à ça, quoi, pour donner envie de moins aussi acheter, en fait. D'autres questions?
Vous m'entendez? Oui. Bonsoir Michel. Bonsoir, merci. Ça va bien. Moi j'ai une question à Nathalie. Vous avez mentionné tout au début, le but d'une entreprise c'est quand même de vivre. Donc l'objectif c'est avant tout de faire du chiffre, de répondre à ses marges. Créer de la valeur. Créer de la faire valeur. de la marge. Ouais. Le chiffre ensemble. Oui, c'est ça. Enfin, ça va avec la marge aussi. Oui. Et du coup, on mentionne là que en fait, les solutions que vous mettez en place, mine de rien, ça rogne vos marges. Alors du coup, d'un point de vue économique, ça vous apporte quoi aujourd'hui? Alors on y va petit à petit, c'est ce que je vous disais, on ne se lance pas là-dedans, on mesure tout ce qu'on fait, ça ne nous empêche pas de continuer à chercher, à regarder, à explorer, à tester, mais on ne rentre dans notre système industriel que les choses qui peuvent être absorbées par en fait, nos clients. Nous, c'est pas un problème, mais à un moment donné, quand un produit est trop cher par rapport à une marque, alors on parlait de H&M tout à l'heure, les pauvres, j'espère qu'ils nous écoutent pas. Non mais si vous allez chez H&M et que vous avez un t-shirt à 70 balles, parce qu'il est vertueux, vous n'allez pas l'acheter chez H&M, vous allez aller l'acheter chez, je sais pas qui, chez Benetton ou voilà, une marque qui, à vos yeux, a de la légitimité à ça. Bon, ben voilà, nous aussi, il va falloir avec le temps, avec le discours, etc., qu'on travaille notre légitimité sans changer de crantage. Il faut qu'on reste quand même ce qu'on veut faire, c'est-à-dire proposer du bien-être assis, du design à un maximum d'entreprises. Si on commence à partir dans des prix trop hauts, on va se déconnecter de notre marché et on ne pourra plus le faire. Donc, il faut le faire petit à petit et c'est pas simple. Mais encore une fois, nous, le but de Sokoa, c'est de créer de la marge, de créer de la valeur pour que l'ensemble des salariés puissent continuer à travailler et se partager de façon égalitaire. En plus, l'intéressement est égalitaire chez Sokoa, les parts du gâteau, vivre bien au Pays Basque, voilà. Tout en procurant du bien-être aux gens qui s'assoient partout en France et dans le monde. Merci. D'autres questions? Oui, bonsoir. J'ai une question sur les matériaux, mais je ne sais pas si ça va rentrer dans le cadre parce que c'est sur le béton et je ne sais pas si c'est utilisé en ameublement de votre côté. Moi, je l'utilise personnellement, je suis artisane et artiste et j'utilise pour créer des ameublements à base de béton et de verre recyclé, enfin de verre en réemploi. Et je voulais savoir si au niveau du béton, il y avait eu des progrès significatifs ces dernières années sur du béton plus durable et plus disons, écologique, si on peut parler de ça pour du béton. Voilà, je suis intéressée. Alors, nous, on utilise un tout petit peu de béton dans un de nos produits qui est fait à partir de pierre qui est cintrée. Et sans rentrer dans la technique de cette table, il y a une partie de béton qu'on fait sur site. Donc, c'est du béton fait localement avec la poussière de carrière. Donc, c'est une manière de trouver un béton local avec finalement un déchet, mais c'est comme ça qu'on le fait. Aujourd'hui, nous, on ne le fait pas plus. Ça, c'est vraiment lié à la technique pour faire cette table en termes de design, qu'on utilise ça. La difficulté du béton, c'est lourd. C'est un esthétique quand même assez particulière, quand même très industriel. Donc ça ne va pas partout et c'est compliqué à transporter. C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, vous avez une boîte française, je ne sais pas s'ils ont changé de nom, qui s'appelle Ecocène, qui est une boîte qui va récupérer en fait le laitier des hauts fourneaux et qui va le sécher, qui va en faire un ciment, qui va rentrer dans la composition du béton. Donc le bilan carbone de ce ciment est sur l'acier et pas sur le béton. Donc c'est une manière de voir les choses, hein. Faut voir on peut en discuter. Mais oui, c'est une matière qui n'est pas simple. Aujourd'hui, vous avez des boîtes aussi en France qui récupèrent du déchet béton, qui va le concasser pour séparer effectivement les différents agrégats pour du réemploi. Voilà, on n'a pas travaillé avec eux, on les avait identifiés. Je ne suis pas spécialiste du béton, pour le coup, on en voit rarement d'ameublement, donc je me perds de dire une bêtise. Dans le mobilier urbain, nous clairement, la gamme Mendy, on s'est posé la question de le lancer en béton pour habiller les villes ou faire asseoir les gens dans les villes. Mais c'est pas notre position. Nous, on fait du bureau, des espaces de travail plutôt. Non, mais c'est typiquement la notion d'usage dont on parlait. Pour de l'urbain, c'est parfait. Voilà. C'est résistant à tout, ça bouge pas, c'est difficile à dégrader.
d'autres questions? Merci à tous pour votre écoute et merci à vous quatre pour vos interventions et bonne soirée à tous. Merci.